BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sincèrement comme chaque week-end pour votre rendez-vous tech, à la fois sur 01 TV bien sûr, sur la chaîne 01 TV sur les box, mais aussi sur YouTube, sur 0net.com et puis le week-end sur BFM Business, radio, télé et puis bien sûr le podcast audio de quoi je me mêle. Vous êtes très nombreux à le télécharger et à l'écouter. Avec au menu de quoi je me mêle, en ce week-end, eh bien ça y est, on va pouvoir tout vous dire sur les deux nouveaux produits d'Apple Star. Eh bien, il s'agit de l'iMac, vous le savez, l'iMac ME 24 pouces, et puis aussi le nouvel iPad Pro. Pierre Fontaine de la rédaction de 0net.com sera là dans une vingtaine de minutes pour nous dire ce qu'il en pense. Il les a testés et visiblement, c'est plutôt une bonne nouvelle, ces deux nouveaux produits. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous laisser votre petit message. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à grossir le groupe de quoi je me mêle sur la page Facebook. Vous êtes plusieurs milliers à discuter de la tech sur Facebook, sur la page de quoi je me mêle. Eh bien merci. Merci à vous. Bienvenue et c'est parti. Et on commence avec le club de la presse IT. Je suis très heureux de retrouver cette semaine Frédéric Bianchi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Journaliste à BFM Business, vous savez, spécialisé dans la tech. Et avec Frédéric cette semaine, on va bien revenir sur les gros titres d'actualité. Commencer par la musique, qui est un sujet qui intéresse évidemment beaucoup les géants de l'Internet américains, mais aussi mondiaux, puisque rappelons que Spotify n'est pas américain. Spotify est européen à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé côté musique ? Je crois qu'il y a pas mal d'annonces du côté d'Apple. Oui, il y a beaucoup d'annonces musique aujourd'hui. On va parler d'Apple, Amazon, on va reparler un petit peu après de Spotify. Donc cette semaine, Apple a annoncé qu'il allait améliorer la qualité de son sur Apple Music et qu'on allait avoir de l'Apple Music HD. Sauf que ça, c'est pour la technologie. Il y a beaucoup aujourd'hui de services qui proposent la HD, Amazon, notamment Qobuz. Bien sûr. Sauf que Tidal aussi, qui est un petit service de streaming qui propose ça depuis le départ. Et on va voir peut-être que d'ailleurs ces annonces d'Apple vont entraîner une concentration un peu de ce marché-là, parce qu'Apple, plus que la technologie, c'est un prix qu'ils proposent, ils offrent la HD. On se rappelle de Free qui avait offert la 4G. Ben là, c'est Apple qui offre la HD. C'est étonnant, parce qu'en général, Apple, ils augmentent, quand ils améliorent un service, en général, c'est rare quand c'est gratuit. C'est rare qu'ils fassent cadeau, effectivement, d'un nouveau service. Donc là, il offre. Alors évidemment, si Apple arrive avec ça, eh bien, on se dit que tout le marché va devoir suivre. Amazon, par exemple, proposait de la HD à 15 €. Eh bien, ils passent leur offre HD à 10 €, c'est-à-dire le tarif standard des abonnements. Ils se sont alignés instantanément. Dès qu'il y a eu l'annonce d'Apple, ils ont baissé les prix. Là, ils sont obligés. On ne peut pas arriver, si Apple, qui a quand même une image un peu qualitative, arrive avec un service à 10 €. Moi, je suis Amazon, je ne peux pas rester à 15 € fatalement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, on attend déjà Spotify. Spotify, on rappelle, il y a Deezer aussi. Deezer, ils continuent à développer, à innover. Ils sont à 15 €, Deezer aussi. Donc parce qu'ils ont une offre de musique HD aussi. Ils ont une offre de Deezer, musique HD, tout à fait. Ils n'ont pas communiqué pour l'instant, tu as raison. Non, ils n'ont pas communiqué, mais on imagine que si Apple, avec ses 60 et quelques millions d'abonnés au niveau mondial, passe à 10 €, Deezer ne pourra pas rester à 15 €. Mais est-ce qu'ils ont les épaules assez larges ? C'est ça, et les reins assez solides. C'est ça le problème. C'est finalement un enjeu financier, économique aussi, où on peut estimer qu'il pourrait y avoir une concentration sur ce marché-là et qu'à terme, il restera, moi c'est mon pronostic aujourd'hui, qu'il restera 2 ou 3 acteurs seulement, enfin 3 peut-être, Amazon, Apple et Spotify qui est le leader, qui est la seule grande licorne européenne dont on peut se féliciter. Donc le tarif, a priori tout le monde devrait s'aligner. Après aujourd'hui, sur ces offres de streaming musical, il n'y a plus vraiment de différence. On a du mal. Pourquoi on va chez Apple ? Pourquoi on va chez Amazon ? Pourquoi on va chez Spotify ? C'est vrai qu'ils ont à peu près le même catalogue. C'est à peu près pareil. Le catalogue, il est le même. Alors il y a quelques services différents. On va voir que Spotify tente d'innover beaucoup avec des concerts, des podcasts. Voilà. Aujourd'hui, on se distingue comme ça en essayant d'avoir quelques offres exclusives. Mais sur le service pur en lui-même,
c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Même catalogue, tu disais, certainement même prix, même tarif d'ici quelques semaines quand Spotify va communiquer, Spotify qui reste leader mondial malgré tout, quand Spotify va communiquer sur ses offres HD. Bon voilà, aujourd'hui, et c'est vrai que ça va être très difficile pour les petits acteurs qui vivotaient, qui avaient du mal, Qobuz en France notamment. Bon, Qobuz, sa spécificité, c'était de proposer une offre HD. Là, si aujourd'hui Apple ils arrivent avec une offre beaucoup moins chère, quel intérêt aujourd'hui d'aller sur Qobuz ou Tidal, comme tu disais, ça va être plus difficile pour eux. Alors, petite précision concernant cette offre d'Apple Music, il y a donc ce son HD. Alors, il y a plusieurs sons HD. Il y a le son, on va dire, qualité CD, mais on peut monter jusqu'à une qualité master, en fait, qui est le top du top, où là, les fichiers sont énormes. Voilà, mais on a vraiment une très très bonne qualité. C'est là-dessus que Qobuz se positionnait d'ailleurs sur ses masters. Et alors, elle est tellement bonne, la qualité, c'est que vous ne pourrez pas la ressentir, en fait, cette qualité. Il faut à ce moment-là acheter un appareil qui se connecte sur l'iPhone, un DAC qui va en fait transformer le son pour lui donner cette qualité très très haut de gamme, et puis après un ampli et des enceintes qui vont avec. Deuxième chose, c'est que Apple annonce, et tu as dû sans doute le voir aussi, le Dolby Atmos, c'est-à-dire que vous allez avoir du son haute résolution HD, mais aussi des milliers de titres qui sont spatialisés de grands artistes qui ont décidé de mixer dans leur studio en fait un son en Dolby Atmos, et Apple communique beaucoup là-dessus parce que les AirPods bien sûr sont compatibles avec ce son Dolby Atmos. Donc il y a aussi un peu de marketing derrière tout ça. On vous offre de la HD, mais on vous offre aussi ce son Dolby Atmos. À voir, on va tester. L'offre arrive le mois prochain, je crois. C'est ça. Et toujours à 9,99. Voilà pour cette offre. Je vous rappelle qu'on restera dans l'univers Apple dans quelques minutes, dans De quoi je me mêle, puisque avec Pierre Fontaine, on testera, il a testé pour nous. Coloré. Voilà, c'est ça, avec la nouvelle puce M1, qui est quand même une petite révolution technologique. On évoque Free. Tiens, tu parlais de Free justement, qui, c'est vrai, en propose toujours plus pour moins cher. Free qui est en croissance et qui veut continuer malgré tout à muscler ses réseaux. Ils n'ont pas le choix, cela dit. Oui, alors ils vont continuer à se développer dans la 5G notamment. Alors Free a eu du mal auprès des investisseurs. Ils ont eu 2 séances très chahutées en bourse. Alors pourtant, ils continuent à se développer, notamment en Italie. Free Italia, ça a été lancé il y a 3 ans, c'est un véritable succès. C'est près de 8 millions d'abonnés, donc c'est un gros carton. En France, ils continuent à progresser, mais à un rythme moindre. Ils sont quand même déjà bien installés. Dans le fixe, j'ai noté plus 47 000 abonnés, ils en ont 6,7 millions. Dans le mobile, ça stagne un peu, on est à 13,3 millions. Mais surtout, Free change de modèle économique. Free, ils se sont lancés, on s'en rappelle, en tout cas dans le mobile, en étant un opérateur virtuel quasiment. Ils utilisaient les services l'itinérance d'Orange, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, en attendant de construire leur propre réseau. C'était ça le deal. Ils le construisent, il est bien construit. Aujourd'hui, ils ont 20 000 points hauts mobiles. Ils vont en avoir 25 000 d'ici 2025. Et c'est ça aujourd'hui qui déplaît un petit peu aux investisseurs. C'est que hier, Free a donné une conférence de presse pour ses résultats. Et a dit que cette année, les résultats n'allaient pas être terribles parce qu'il faut investir énormément pour avoir un réseau indépendant de meilleure qualité. Donc Free va complètement se détacher d'Orange dans les mois et les années à venir. Et va consacrer beaucoup d'argent. Il faut savoir que Free a consacré 30% de son chiffre d'affaires depuis qu'il est dans le mobile pour investir dans son propre réseau. Cela dit, ils n'ont pas le choix. Non, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent se séparer d'Orange et avoir leur propre réseau, on va dire mobile, il faut investir. Et évidemment, on le sait, ça coûte des milliards. D'autant qu'il y a un autre paramètre concernant la 5G, tu as raison, c'est qu'il y a cette pénurie des semi-conducteurs qui fait que en fait, tous les équipements 5G, il y en a de moins en moins et ils coûtent de plus en plus cher. Et donc, Free, visiblement, a sécurisé beaucoup d'argent pour avoir la garantie d'être livré en appareil et en équipement réseau pour pouvoir continuer à faire grossir son réseau 5G. C'est ça qui est intéressant. Alors, la crise des semi-conducteurs, elle devrait malheureusement encore un peu durer, parce qu'il va falloir construire de nouvelles usines. Ça prend du temps, 1 an, 2 ans pour construire une véritable usine de semi-conducteurs. Et c'est vrai que dans les 2-3 ans à venir, les tarifs ne devraient pas baisser, la flambée va certainement s'arrêter, mais c'est dans cette période-là clé pour les opérateurs où il faut s'équiper, où il faut acheter ces antennes relais qui sont de plus en plus coûteuses. Et c'est vrai que ça va coûter beaucoup d'argent à Free, et les investisseurs, ça, ils n'aiment pas beaucoup, quand les entreprises, elles dépensent beaucoup avec des gains qui ne sont pas assurés encore. Free Mobile qui estime pouvoir couvrir 80% de la population française, 80%, en 5G d'ici la fin de l'année. Oui, aujourd'hui, ils sont à 50%. Ils sont à 50%, peut-être un petit peu plus, je crois, mais avec leur fréquence à 700 MHz, qui est
Pour les autres opérateurs, on ne va pas réouvrir le débat, mais vraie 5G. Voilà, qui n'est pas la vraie 5G, qui ne propose pas en fait les vrais débits de la 5G. Hein. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que en fait, cette fréquence 700 MHz permet de couvrir en fait une distance très importante. Et c'est pour ça que eh bien, Free peut tenir peut-être son défi de couvrir 80% de la population en 5G d'ici 2021. Free qui a vendu aussi une partie de ses points à eau pour récupérer du cash. Oui. Pour investir dans la 5G. Ils ont cédé exactement leur participation dans leur filiale infrastructure. Voilà, tout ça, ça bouge, ça bouge. Autre actu cette semaine, Frédéric, c'est Google. Oui. Google avec cette fameuse Google I.O. Vous le savez, c'est ce grand rendez-vous annuel. Vous savez qu'il y a plusieurs rendez-vous dans l'année avec les keynotes. Il y a Apple, bien sûr, il y a Microsoft qui fait des keynotes, il y a Google qui a 2 rendez-vous. Un au printemps et un autre qui est, on va dire, au tout début de l'hiver ou à la fin de l'automne, où Google présente ses nouveaux smartphones. Là, c'est la Google I.O., c'est le rendez-vous des développeurs. C'est le rendez-vous des développeurs logiciels. Alors normalement, il y a une conférence en physique, évidemment, dans le contexte sanitaire actuel. Elle n'a pas eu lieu, mais il y a eu une grande présentation de toutes les nouveautés. Il y en a eu beaucoup. Moi, j'ai envie de retenir le focus mis sur la confidentialité. C'est vrai qu'il y a Apple qui communique beaucoup là-dessus. On sait que le nouvel iOS demande l'autorisation pour qu'on utilise vos données à des fins publicitaires. Oui, ça a été une catastrophe pour Facebook. La guerre qui se lance avec Facebook et qui ne fait que commencer. Bon, Google, leur nerf de la guerre, ça reste quand même la donnée, la pub. Pourtant, on sent quand même qu'il y a une attente. Alors, je ne sais pas s'il y a une véritable attente du grand public, mais ça fait partie des préoccupations. Qu'est-ce qu'on fait de mes données ? Qui les exploite, comment ? Google veut se donner une bonne image là-dessus. Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus épargnés que Facebook sur ces sujets-là. Et malgré tout, c'est leur modèle économique. Mais c'est leur modèle économique. C'est ça le paradoxe. Apple, son modèle économique, on le sait, c'est des services payants. Apple peut s'en passer. C'est du hardware, etc. Apple, eux, ils sont sur du velours, évidemment, parce que c'est pas leur business model, la publicité. C'est pour ça que ça les arrange bien de dire que leur vie privée, c'est un sujet qui les concerne. Oui, c'est pas leur modèle économique. Non, ils se donnent une bonne image, parce qu'ils sont véritablement respectueux de données, et ça touche pas leur chiffre d'affaires. Google, c'est un peu plus hasardeux, mais ils se lancent quand même, et ils ont dévoilé un petit peu leur politique en matière de confidentialité. Il y a des choses quand même assez intéressantes. Ils ont dévoilé le Privacy Dashboard, qui permet donc de mieux autoriser. On va avoir un mur sur lequel on va voir, sur nos téléphones Android, voilà ce que telles applications utilisent quelles données, pourquoi. Donc plus de transparence, on va dire. Ils veulent jouer la carte de la transparence. Ils peuvent pas se permettre de dire on n'utilisera pas vos données privées, évidemment, mais voilà comment on ouvre un peu le moteur. On vous explique comment ça marche. Donc ça permettra, ce Privacy Dashboard, de voir un petit peu comment les applis utilisent les données. Google veut simplifier aussi les suppressions d'historique. Ça aussi, c'est vrai que quand on veut supprimer son historique de recherche, son historique sur Google Maps, c'est compliqué. Il faut un petit peu rentrer dans les menus. On se doutait, on avait l'impression d'ailleurs que Google faisait tout pour qu'on ne trouve pas l'option et pour pas qu'on le fasse. Voilà, c'est ça. Donc là, ils vont le rendre très simple. Il suffira de cliquer sur sa petite icône de photo, sur sa petite icône de profil pic. Et là, Google vous proposera un menu pour supprimer votre historique de navigation Google, pour supprimer votre historique Google Maps aussi, ça aussi. Google Maps enregistre vos déplacements et les conserve pendant très longtemps. D'ailleurs, amusez-vous, un jour, allez dans l'historique de Google Maps. Si vous êtes un utilisateur de Google Maps, c'est quand même assez effrayant. En fait, Google Maps vous pisse. Ce qui est normal, c'est une appli de GPS. Oui. Mais on oublie, on ne se rend pas compte. Précision là-dessus, suppression automatique des données tous les 18 mois de la part de Google. Ça aussi, mais j'imagine que tu allais le dire. On peut les supprimer quand on veut, mais automatiquement, il y a une purge des données personnelles qui est faite tous les 18 mois. Oui, ça a été une annonce importante aussi. Sur la sécurité aussi, Google a fait des annonces. Google vous avertira quand votre mot de passe a été corrompu et vous conseillera d'en prendre un autre ou de faire le point un petit peu sur tous vos mots de passe. Donc voilà, c'était des annonces quand même assez importantes de la part de Google. Je pense qu'ils ont mesuré le risque de cette suppression des données et que leur chiffre d'affaires et leur activité économique n'en pâtira pas. Mais voilà, c'est vraiment une préoccupation qui monte. Apple se positionne, Google aussi.
Maintenant, on attend un peu Facebook, qui est toujours un peu dans le collimateur, en tout cas des utilisateurs, Bien sûr. et qui utilise évidemment nos données et qui pourra pas, en tout cas, qui va devoir faire, sans doute, ils vont devoir s'aligner et faire ce travail de transparence et d'ouvrir le moteur un petit peu de l'algorithme de Facebook, savoir comment ils utilisent nos données personnelles. Fred, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu d'hypocrisie de la part de Google, de Facebook, parce qu'on sait qu'ils sont dans le collimateur plus ou moins des gouvernements de tous les pays. L'Union européenne commence vraiment à s'intéresser à tout ça. Même les Américains, même le gouvernement américain commence à pointer du doigt tous ces problèmes de vie privée. Donc finalement, est-ce qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas trop le choix ? C'est de l'hypocrisie ou c'est du marketing. Voilà, ils veulent se donner une bonne image. On sait qu'aux États-Unis, il y a la problématique qui monte vis-à-vis des GAFA. Est-ce qu'il va y avoir de grands procès, de grandes actions en justice pour démanteler ces groupes? Est-ce qu'il va On en parle de plus en plus. Oui, ça monte. Alors ça monte sur Google, sur Facebook, mais beaucoup sur Amazon aussi, évidemment. Apple moins, Apple est un peu plus épargné par ces problématiques-là. Et voilà, ils vont se donner dans les mois qui viennent. On sait qu'il y a une nouvelle administration aux États-Unis qui n'est pas toujours clémente et tendre avec ces géants du numérique. Et là, voilà, ils vont devoir se donner une bonne image en disant, écoutez, on respecte les données privées, on est respectueux de la concurrence, on n'est pas les géants monstrueux qu'on nous décrit parfois. Et voilà, après, voilà, comme tu disais, le moteur économique de Google et Facebook, ça reste la publicité. Ça reste la data. Et ils auront beau faire preuve de toute la transparence du monde. Si moi, je ne veux pas qu'ils utilisent mes données, je serai obligé qu'ils les utilisent parce que voilà, ce sont des services gratuits et donc ils vivent grâce à nos données privées. Un mot sur la forme de cette keynote. C'était une keynote qui était, alors je ne sais pas si elle était en direct, mais elle était réalisée dans les conditions du direct. Et ça nous a assez surpris puisque vous avez pu peut-être la vivre sur 01 TV en direct, puisque vous le savez, 01 TV, c'est aussi la chaîne des keynotes que nous vous faisons vivre en direct avec des invités spécialistes. Et là, c'est vrai qu'on avait une vraie keynote avec des intervenants qui venaient, qui repartaient. C'était pas en fait les keynotes confinement, on va dire, qui étaient déjà toutes, on va dire, prémontées, enregistrées. Voilà. Là, on avait l'impression que c'était une vraie keynote qui était faite en direct, donc c'est assez intéressant. Et puis autre chose pour clore sur ce sujet, c'est cette petite fonction médicale. Que Google a présenté. Avec son smartphone, on va pouvoir analyser sa peau, Frédéric. Oui. Et se faire un auto-diagnostic de nos boutons, ça, quand même, grains de beauté. Ouais. Alors, il y a eu plein d'annonces, mais c'est vrai que celle-là était assez intéressante parce que Google a mis le focus sur la santé, comme Apple. Et cette application-là, elle est intelligente. Elle est super intelligente. Google, ils sont partis, ils ont regardé l'historique de recherche des gens qui font de recherche de santé. Ils se sont aperçus qu'ils avaient chaque année, des milliards de requêtes sur des problèmes de peau, des problèmes dermatologiques. J'ai tel bouton, essayer de trouver, est-ce que c'est un Doctissimo ou autre. Ils se sont aperçus qu'ils avaient ces milliards de recherches, sauf que d'écrire avec des mots une rougeur, un grain de beauté, c'est pas facile. Ils se sont dit, il faudrait pouvoir le prendre en photo. Et c'est ce qu'ils vont lancer, c'est ce qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est ce qu'ils vont lancer en 2021, c'est une application de diagnostic dermatologique. Alors évidemment, Google dit ça ne remplacera pas un rendez-vous chez le dermato. Si vous pouvez en prendre un, évidemment, en France, on sait que c'est toujours très difficile d'avoir un rendez-vous chez le dermato. Mais pour qu'on comprenne bien, on prend son bouton en photo avec un smartphone Android équipé d'Android 12. Et là, l'intelligence artificielle, toute la big data va analyser en fait cette photo et le petit bouton ou la petite rougeur et nous dire à quoi ça ressemble. À quoi ça correspond. Voilà. Il y aura un niveau de probabilité de diagnostic. Ils vous diront, voilà, il y a des chances que ce soit un psoriasis, il y a des chances que ce soit un herpès. À côté de ça, il y aura des conseils. Ils ont fait appel à des vrais dermatologues pour vous fournir des conseils, des diagnostics, savoir un petit peu comment traiter, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou pas, est-ce que ça peut être dangereux ou pas. Voilà. Donc tu as dit, ils ont utilisé le big data, ils ont présenté une étude qu'ils ont publiée dans une revue scientifique. Leur algorithme va se baser
sur des dizaines et des dizaines de milliers de photos de problèmes dermatologiques qui ont été scannés. Et donc, l'algorithme fera le lien entre les photos. Il faudra prendre 3 photos sous 3 angles différents pour être vraiment sûr de bien d'avoir une bonne expertise. Et après, ils vous diront voilà votre pathologie. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. C'est fou. Et c'est super intéressant. Oui. Voilà, ça remplacera pas un rendez-vous chez un dermato, mais voilà, au moins pour se rassurer, si tu as un petit problème, tu dis est-ce que c'est grave ou pas, là l'application pourra peut-être vous rassurer. Voilà, dernière petite chose, alors que vous pouvez retrouver là évidemment sur Internet, mais Google a décidé de passer un accord et un partenariat avec Samsung concernant les montres connectées et travailler de concert avec le constructeur coréen pour mettre à jour le logiciel des montres connectées et arriver à quelque chose peut-être de plus complet et fiable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Apple aussi, plus rapide. Apple trust évidemment l'immense majorité de ce marché des montres connectées, et visiblement Google en association avec Samsung n'aurait pas dit leur dernier mot. Ça va être intéressant aussi de voir comment fusionner avec Tyson pour l'OS mobile, pour l'OS. C'est aussi un constat d'échec concernant la montre connectée pour Google, cette annonce. C'est assez intéressant. Dans l'actu aussi, c'est les salons. Vous le savez, ces grands rendez-vous technologiques qui rythment depuis des dizaines d'années un peu l'innovation. Il y a plusieurs grands rendez-vous comme ça. Il y a le CES de Las Vegas, il y a le Mobile World Congress, il y a l'IFA de Berlin. Et pour tous les plus fidèles d'entre vous, vous savez qu'on suit attentivement chaque année tous ces sujets. Une news concernant l'IFA 2021, Frédéric. L'IFA est annulé. L'IFA 2021 est annulé. L'IFA 2021, alors en 2020, il avait eu lieu de manière quasi totalement virtuelle. Alors les professionnels pouvaient y aller, notamment pour négocier les contrats. Mais voilà, le grand public n'y était pas. On n'a pas vu les produits, on n'a pas vu les télés, on n'a pas vu les ordinateurs. Donc 2020, il n'y a quasiment pas eu. 2021, il n'y aura pas du tout. C'est dingue, parce qu'on aurait pu se dire, virtuel. On sort un peu de cette pandémie. Enfin, touchons du bois. En théorie, ça devrait aller mieux dans les semaines et les mois qui viennent avec la vaccination. Mais malgré tout, les organisateurs ont décidé de jeter l'éponge. Oui, c'est une annonce qui a surpris beaucoup de monde. Le site de l'IFA était à jour avec les dates de l'IFA 2021 à partir du 3 septembre prochain, il me semble. Et là, donc, ils ont annoncé ça hier. Trop d'incertitudes sur le. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le lieu où a lieu l'IFA, Messe Berlin, est transformé. C'est un centre de vaccination géant. Donc voilà, évidemment. Et voilà, c'est ça. Aussi, mais ce Berlin aujourd'hui ne pourrait pas accueillir du monde. Alors on n'est qu'au mois de mai. D'ici là, on peut considérer que la vaccination en Europe et notamment en Allemagne sera suffisamment avancée pour se passer de ces grands centres de vaccination. Mais malgré tout, les organisateurs disent il y a trop d'incertitudes. On ne sait pas où en sera la vaccination en septembre. On ne sait pas où en seront les variants qui arrivent, les variants indiens, les variants sud-africains. Est-ce que les vaccins seront efficaces ou pas ? Dans le doute, on sait que c'est des organisations colossales, très coûteuses, notamment pour les marques qui doivent se payer un stand. Dans le doute, on préfère annuler, faire ça en virtuel et on se donne rendez-vous en 2022 dans un monde, enfin, on l'espère, on croise les doigts, sans pandémie, et où la tech va repartir. Après, on va voir comment va se positionner le CES. CES, c'est 5 mois plus tard. C'est en janvier. Gary Shapiro qui a dit il y aura un CES à Las Vegas en 2022. Voilà. Il avait dit la même chose en 2020. Oui. Donc, entre-temps, c'est vrai que la vaccination change beaucoup la donne. C'est quelques mois supplémentaires. On voit que la situation change aux États-Unis aujourd'hui. Le taux de vaccination a dépassé les 50-60%. Donc ça avance, c'est vrai. D'ici 2022, ce sera bon. C'est vrai que le positionnement du calendrier de l'IFA est peut-être un peu entre les deux, où il y a trop d'incertitudes, ils ont préféré annuler. Donc ça fera 2 ans quand même, 2 ans sans le grand salon européen de la tech. C'est incroyable. Ça va nous faire bizarre en 2022 quand on va y retourner. Quand on va y retourner, évidemment, puisque rappelons que ce salon aussi est ouvert au grand public. Voilà, moi, c'est ça qui me manque le plus. Je sais que le score nutrition des Curieux, c'est pas excellent. Il n'est pas terrible. Là, je crois qu'on est au Z. Juste un mot sur les salons. Malgré tout, le Vivatech, le grand salon français de la tech, est maintenu. Au Palais des Sports, au Palais des Expositions à Paris et Porte de Versailles. Et puis pour l'instant, le Mobile World Congress. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre ce De quoi je me mêle en ce 20 mai, le Mobile World Congress est toujours maintenu.
Est-ce qu'il le saura ? J'ai l'impression quand même que là, c'est assez fragile aussi. Ça va être difficile de garder le Mobile World Congress, sachant que l'IFA va être annulé. Mais bon, on va Exactement. voir. Peut-être qu'il y aura des protocoles très particuliers. Fred, pour terminer, eh bien une page qui se tourne. Enfin, cela dit, on croyait, toi et moi, qu'elle était tournée depuis un moment. C'est le navigateur Explorer. Hein, vous le savez, ce navigateur qui a bercé quand même nos jeunes années de surfeurs sur Internet. Hein. Eh bien voilà, Microsoft annonce la fin de ce navigateur. C'est terminé. En 2022, Explorer, c'est fini. Alors, il y a eu plusieurs annonces, plusieurs arrêts. Il devait s'arrêter déjà cette année. Mais cela dit, on avait l'impression, toi et moi, que c'était déjà terminé. Bah oui, moi, Explorer, je ne savais pas. Voilà, j'apprends très régulièrement que Microsoft va arrêter Explorer. Bon, très bien. C'est une information que j'apprends. J'en tiens compte. Voilà. Non, ce qui est rigolo, je suis allé regarder un petit peu les chiffres d'utilisation, des parts de marché des navigateurs dans le monde. Et c'est vrai qu'Explorer, on a l'impression que ça fait qu'il n'existe plus depuis. Voilà. Ils avaient une part de marché encore de 65%. Ils étaient archi leaders en 2010. Hein, c'est pas il y a une éternité. Hein. Voilà, il y a une petite dizaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années. On est en 2021 maintenant. Explorer, c'était encore l'archi leader du marché. Et c'est vrai que ces années 2010 ont complètement basculé. À l'époque, il y avait quoi ? Il y avait Firefox. Il y avait Firefox. Il y avait déjà Explorer, Chrome et Safari. Hein, Chrome était tout petit. Chrome était petit encore. C'est vrai que les années 2010 seront été les années de Chrome, hein, qui est devenu l'archi leader mondial du navigateur. Alors Explorer, c'est devenu un gag même sur Internet. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de comptes, notamment sur Twitter, qui se moquent de la lenteur d'Internet Explorer. Bon, là, voilà, ça va devenir un objet préhistorique, hein, qui n'existera plus à partir de l'année prochaine. Alors, c'est pas pour autant que Microsoft abandonne ce sujet-là. Hein. Ils ont Edge, qui a été lancé il y a quelques années. Ils ont Edge, qui veulent pousser. Mais qui n'est pas un vrai succès, encore une fois. Non. Microsoft, ils ont un peu... totalement raté quelque part le nouvel Internet, hein, l'Internet des années 2010, l'Internet collaboratif, l'Internet des réseaux sociaux, voilà, ce qui ne nous a pas empêché de très bien se développer dans le B2B, dans le cloud. Aujourd'hui, c'est une des sociétés les plus cotées au monde derrière Apple. Donc, ils ont d'autres activités qui cartonnent. Mais c'est vrai que l'Internet grand public, ils l'ont raté, et Internet Explorer, on a tous découvert Internet avec Internet Explorer, eh bien, ça symbolise un petit peu cet échec de Microsoft dans les usages grand public d'Internet, dans l'accès à Internet. Hein. On peut en rappeler aussi dans les échecs de Microsoft les Windows Phone. Hein, voilà. Donc il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Donc Explorer va s'arrêter. C'est un peu la fin d'une époque, même si cette époque elle était finie depuis quelques temps. Ils ont une part de marché aujourd'hui mondiale de 1,5%, enfin moins de 2%, pour quasiment inexistant. Et voilà, donc on va voir si avec Edge ils arrivent à pousser et à devenir importants. Moi personnellement, j'y crois pas. Ça va être difficile. Et moi, mon premier navigateur, c'était Netscape. Ah oui, encore avant. Avec les gros ordinateurs, tout ça, on appuyait, on attendait un quart d'heure avant que la page s'affiche. C'était magique à l'époque. Merci beaucoup Frédéric Bianchi, merci d'être venu. Vous pouvez retrouver Frédéric évidemment et tous ses articles sur bfmbusiness.com. Eh bien vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant avec Pierre Fontaine qui prend la place de Frédéric. Et puis je vous rappelle que si vous aimez l'Actu Tech, j'ai le plaisir de vous retrouver aussi sur BFM Business tous les soirs de 20h à 22h pour Tech & Co. Autre rendez-vous dédié à la tech. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Hein. Vous allez, alors c'est disponible en podcast audio comme De quoi je me mêle. Vous pouvez vous abonner pour retrouver le flux RSS. Et c'est aussi à la télé, hein, sur BFM Business, donc à la radio et à la télé. Dites-moi au passage ce que vous en pensez. Vous restez là. Les tests donc des nouveaux produits Apple, donc l'iMac 24 pouces plus le nouvel iPad Pro. C'est avec Pierre Fontaine. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.